Dans la philosophie morale, le concept de devoir occupe une place centrale. Nous allons explorer cette notion fondamentale qui guide nos actions morales. Imaginez que vous trouvez un portefeuille dans la rue. Vous ressentez immédiatement un conflit intérieur. Une partie de vous pourrait être tentée de le garder, mais une autre partie vous dit que vous devez le rendre à son propriétaire. Ce conflit illustre parfaitement la tension entre nos désirs personnels et ce que nous ressentons comme notre devoir moral. Le devoir désigne cette obligation morale que nous ressentons intérieurement, souvent en contradiction avec nos propres intérêts ou plaisirs immédiats. Ces conflits motivationnels sont au cœur de l'expérience morale humaine. Nous devons constamment choisir entre différentes options, certaines plus attrayantes que d'autres. Cette réalité du devoir soulève des questions philosophiques fondamentales que nous devons examiner. Première question fondamentale, qu'est-ce que le devoir exactement? Comment le définir et le distinguer d'autres formes d'obligation? Deuxième question, pourquoi devons-nous faire notre devoir? Quelle est la source de cette obligation morale? Troisième question, est-il toujours possible ou juste de faire son devoir? Que faire face aux dilemmes moraux? Enfin, quatrième question cruciale, le devoir est-il un obstacle à notre liberté ou au contraire une expression de celle-ci? Ces questions nous amènent au cœur de la responsabilité éthique, concept central de la philosophie morale. La responsabilité éthique nous demande de peser soigneusement nos actions et leurs conséquences, tant pour nous-mêmes que pour autrui. Face aux conflits moraux, nous devons apprendre à naviguer entre des exigences parfois contradictoires. Comme le montrent les différentes perspectives artistiques et philosophiques, la question du devoir est complexe et multifacette. Cette introduction nous prépare à explorer en profondeur cette notion fondamentale qui interroge notre rapport à la morale, à la liberté et à la responsabilité. Le devoir représente une exigence morale fondamentale qui émane de notre conscience intérieure. Cette obligation morale se distingue clairement des simples contraintes sociales ou juridiques qui nous entourent. Le devoir moral naît de notre conscience intérieure, cette voie qui nous guide vers ce qui est juste, indépendamment de toute pression externe ou crainte de sanction. C'est une exigence qui vient de nous-mêmes, de notre capacité à distinguer le bien du mal. Il est crucial de distinguer le devoir moral des simples obligations légales. L'obligation légale nous est imposée de l'extérieur par la société, souvent par crainte des sanctions. Le devoir moral, lui, émane de notre conscience personnelle et nous guide vers ce qui est authentiquement juste. Un exemple frappant de cette distinction est la désobéissance civile. Lorsqu'une loi est injuste, notre devoir moral peut nous commander de lui désobéir pour servir un principe supérieur. C'est le cas des mouvements de résistance face à l'oppression ou à l'injustice. Face à un dilemme moral complexe, comme celui de choisir qui sauver dans une situation d'urgence, c'est notre conscience intérieure qui nous guide. Cette décision ne peut être dictée par des règles externes ou l'opinion publique, mais doit émaner de notre propre sens moral. En définitive, le devoir moral intérieur est ce qui nous permet d'agir de manière véritablement éthique et désintéressée. Il transcende l'intérêt personnel, motive une action authentiquement morale et révèle notre capacité d'autonomie éthique. C'est cette obligation intérieure qui fait de nous des êtres moraux à part entière. Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, a révolutionné la pensée morale en établissant une distinction fondamentale entre deux types d'impératifs qui guident nos actions. Kant distingue deux types d'impératifs qui peuvent motiver nos actions. D'abord, l'impératif hypothétique, qui est conditionnel et dépend de nos désirs personnels. Par exemple, si je veux réussir mon examen, je dois étudier. Cette obligation dépend entièrement de mon désir de réussir. Sans ce désir, l'obligation disparaît. En opposition totale, Kant présente l'impératif catégorique, qui est absolu et inconditionnel. Il ne dépend d'aucun désir personnel et s'impose à tous les êtres rationnels. Kant formule son impératif catégorique de manière précise. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir, en même temps qu'elle, devienne une loi universelle. Cette formulation signifie que nous devons agir selon des principes que nous pourrions vouloir voir adoptés par tous.
C'est le test de l'universalisation qui distingue le bien du mal. Pour Kant, le devoir moral ne repose ni sur le sentiment, ni sur la religion, ni sur l'utilité pratique. Il trouve son fondement uniquement dans la raison humaine. Cette approche rationnelle conduit Kant à une conception révolutionnaire de l'autonomie morale. Le devoir n'est pas imposé de l'extérieur, mais c'est une loi que je me donne à moi-même, librement. Ainsi, chez Kant, l'impératif catégorique transforme notre compréhension du devoir moral. Il ne s'agit plus d'obéir aveuglément à des règles externes, mais de découvrir et suivre les lois morales que notre raison nous révèle. Selon Kant, agir moralement signifie agir par devoir et non par intérêt personnel, par peur ou pour rechercher le bonheur. Cette distinction fondamentale définit ce qu'est véritablement un acte moral. Le principe fondamental est que la moralité ne réside pas dans l'effet ou les conséquences de l'action, mais dans le principe qui guide la volonté de celui qui agit. Prenons l'exemple de l'honnêteté. Une même action, comme dire la vérité, peut être motivée soit par l'ego et l'intérêt personnel, soit par le devoir moral. Cette différence d'intention change complètement la nature morale de l'acte. Dans le premier cas, l'intention est guidée par l'ego et la recherche d'avantages personnels. Dans le second cas, l'intention est guidée par le devoir moral et le respect d'un principe universel indépendamment des conséquences personnelles. Cette primauté de l'intention sur les conséquences distingue radicalement l'éthique kantienne des approches qui jugent la moralité selon les résultats obtenus. L'intention morale agit comme un aimant qui attire et guide l'action. Peu importe si les résultats ne correspondent pas aux attentes, l'acte reste moralement valable s'il est accompli par devoir. Cette approche contraste fortement avec les théories conséquentialistes qui jugent la moralité d'une action uniquement selon ses résultats et ses effets. Tandis que les théories conséquentialistes, comme l'utilitarisme, jugent une action selon ses résultats et calculent les conséquences, l'approche kantienne se concentre sur l'intention et le principe qui guident la volonté, indépendamment des résultats. Prenons un exemple concret pour illustrer cette différence fondamentale. Imaginons deux personnes qui aident quelqu'un en détresse. La première le fait par calcul, espérant une récompense ou améliorer son image. Selon Kant, cette action n'est pas morale car motivée par l'intérêt. La seconde personne aide par devoir, par respect de la dignité humaine et selon un principe universel d'entraide, sans attendre de retour. Cette action est authentiquement morale car motivée par le devoir. Ainsi, une action accomplie par devoir est intrinsèquement morale, même si elle n'aboutit pas aux résultats escomptés. C'est la pureté de l'intention qui détermine la valeur morale de l'acte. Pour Emmanuel Kant, le devoir n'est pas simplement une contrainte morale, mais la condition même de notre dignité humaine. Seul l'être qui agit par devoir peut prétendre à l'autonomie et à la dignité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Faire son devoir, c'est se comporter en personne libre et non comme un simple être naturel guidé uniquement par ses désirs et ses instincts. Cette distinction est fondamentale car elle établit que la dignité humaine repose sur notre capacité à nous élever au-dessus de nos inclinations naturelles pour agir selon des principes moraux universels. Mais Kant va plus loin. Agir par devoir, c'est aussi respecter autrui comme une fin en soi, jamais comme un simple moyen. Cette formulation de l'impératif catégorique est cruciale pour comprendre la dimension sociale de la dignité. Traiter les autres avec respect et dignité devient ainsi une manifestation concrète du devoir. Cela signifie reconnaître en chaque personne une valeur intrinsèque, indépendamment de son utilité pour nos propres fins. En conclusion, pour Kant, le devoir n'est pas une contrainte extérieure, mais la condition même de notre humanité. C'est en agissant par devoir que nous accédons à notre dignité et que nous reconnaissons celle d'autrui. Jean-Jacques Rousseau développe une conception révolutionnaire du devoir moral. Pour lui, la moralité n'est pas un don naturel, mais une conquête de l'humanité sur ses instincts primitifs. Rousseau établit une opposition fondamentale entre la nature humaine et la morale. L'homme naturel suit ses instincts et ses penchants spontanés, tandis que l'homme moral doit apprendre à résister à ses impulsions pour agir selon le devoir. Cette citation célèbre de Rousseau révèle sa conception de la vraie liberté. L'homme libre n'est pas celui qui suit aveuglément ses désirs,
mais celui qui harmonise sa volonté avec ses possibilités réelles et accomplit son devoir moral. Cette formule se décompose en deux éléments essentiels. D'abord, vouloir ce qu'on peut, c'est-à-dire accepter ses limites avec réalisme. Ensuite, faire ce qu'on doit, c'est accomplir son devoir moral, même quand cela demande un effort sur soi. Pour Rousseau, le devoir moral n'est pas inné. Il se développe grâce à trois éléments fondamentaux qui transforment l'homme naturel en être moral. Premièrement, l'éducation transmet les valeurs morales et enseigne à distinguer le bien du mal. Elle façonne la conscience morale de l'individu. Deuxièmement, la volonté permet à l'individu de faire l'effort nécessaire pour résister à ses penchants naturels et choisir le bien moral. Troisièmement, la raison guide cette transformation en permettant la réflexion morale et la compréhension des principes éthiques universels. Cette transformation de l'homme naturel en homme moral représente le processus d'humanisation selon Rousseau. C'est par l'éducation, la volonté et la raison que l'individu accède à la véritable dignité humaine. Rousseau insiste particulièrement sur le rôle crucial de l'éducation. Sans elle, l'homme reste prisonnier de ses instincts. Avec elle, il peut s'élever vers la moralité et devenir véritablement libre en accomplissant son devoir. Le devoir moral ne se limite pas à la sphère individuelle. Il constitue le fondement même de notre vie en société, permettant la coexistence pacifique entre les êtres humains. La coexistence pacifique entre les hommes repose sur le respect mutuel des devoirs moraux. Chaque individu, en respectant ses obligations envers autrui, contribue à créer un environnement social harmonieux. Le devoir moral fonde également la justice sociale. Il établit les principes d'équité et de fairness qui permettent une répartition juste des droits et des responsabilités dans la société. La solidarité et le respect mutuel émergent naturellement du devoir moral. Quand chacun reconnaît ses obligations envers les autres, se crée un tissu social basé sur l'entraide et la reconnaissance de la dignité de chaque personne. Le devoir possède également une dimension politique fondamentale. Il ne se contente pas de réguler les relations interpersonnelles, mais structure l'organisation même de la société et de ses institutions. En définitive, le respect des devoirs envers les autres contribue directement à l'édification d'une société harmonieuse et juste. Chaque acte moral individuel participe à la construction du bien commun et à l'amélioration de la condition humaine collective. À première vue, le devoir et la liberté semblent s'opposer. Quand nous devons faire quelque chose, nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons. Cette contradiction apparente soulève une question fondamentale en philosophie morale. Traditionnellement, nous percevons le devoir comme une contrainte. Il nous impose des limites, restreint nos choix et nous empêche de suivre librement nos désirs et nos impulsions naturelles. Mais Emmanuel Kant révolutionne cette conception. Pour lui, agir moralement ne limite pas notre liberté, mais constitue au contraire l'expression de notre véritable liberté. Kant exprime cette idée dans sa célèbre formule « L'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté ». Cette phrase résume toute sa conception de la liberté morale. Kant distingue deux types de liberté. D'un côté, la liberté capricieuse qui consiste à suivre ses impulsions et ses désirs sans contrainte. Mais cette liberté n'est qu'un esclavage déguisé, car nous sommes dominés par nos passions. De l'autre côté, la véritable liberté morale consiste à se donner des lois rationnelles à soi-même et à agir selon la raison plutôt que selon les impulsions. C'est cette autonomie qui constitue notre dignité d'être humain. Ainsi, le devoir ne s'oppose pas à la liberté, mais la rend possible. En nous imposant des règles morales que nous choisissons rationnellement, nous nous libérons de la tyrannie de nos désirs immédiats. En conclusion, la contradiction entre devoir et liberté n'est qu'apparente. Le devoir ne détruit pas la liberté, il la fonde et la rend authentique. La véritable liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais l'autonomie rationnelle qui nous permet de choisir le bien moral. Le devoir moral peut-il entrer en conflit avec notre recherche du bonheur? Cette question fondamentale révèle une tension au cœur de l'éthique. D'un côté, nous avons le devoir moral qui nous impose des obligations, parfois au prix de sacrifices personnels. De l'autre, notre aspiration naturelle au bonheur et à l'épanouissement.
Considérons des exemples concrets. Dire la vérité, même quand elle blesse, peut sacrifier notre confort relationnel. Sauver quelqu'un au péril de sa vie met en jeu notre propre sécurité. Ces exemples soulèvent une question philosophique fondamentale. La morale est-elle contre nature? Si le devoir nous demande constamment de renoncer à notre bonheur naturel, n'y a-t-il pas là une contradiction? Épicure propose une réponse radicalement différente. Pour lui, le but de la vie n'est pas l'obéissance à un devoir abstrait, mais la recherche du plaisir et l'absence de trouble, ce qu'il appelle l'ataraxie. Nous avons donc deux visions philosophiques opposées. Kant privilégie le devoir inconditionnel, même au prix du bonheur personnel. Épicure, au contraire, fait du plaisir et du bonheur les guides naturels de l'existence humaine. Cette opposition révèle une tension permanente de la condition humaine. Sommes-nous des êtres moraux qui doivent transcender leur nature ou des êtres naturels qui doivent suivre leurs inclinations? Le conflit entre devoir et bonheur reste au cœur de la réflexion éthique. Connaître le devoir en théorie est une chose, mais l'appliquer dans la réalité concrète en est une autre. La connaissance du devoir révèle souvent sa nature ambiguë et complexe. L'application du devoir n'est pas toujours évidente. Nous faisons face à plusieurs défis majeurs qui révèlent la complexité de la vie morale. Prenons un exemple concret de conflit de devoir. Imaginez que votre ami ait commis une erreur grave au travail et que votre patron vous demande directement ce qui s'est passé. Vous voici face à un dilemme moral. D'un côté, le devoir de vérité vous impose d'être honnête. De l'autre, le devoir de loyauté envers votre ami vous pousse à le protéger. Ces deux devoirs moraux légitimes entrent en conflit direct. Face à ces dilemmes, Aristote propose la notion de phronésis ou prudence. Cette vertu intellectuelle pratique permet de bien juger dans les situations concrètes. La prudence ne donne pas de réponse toute faite, mais elle développe notre capacité à discerner le bien dans chaque situation particulière, en tenant compte du contexte et des circonstances. Cette complexité soulève une question fondamentale. Tous les devoirs se valent-ils? Existe-t-il une hiérarchie morale qui nous permettrait de trancher entre des devoirs conflictuels? Les philosophes proposent différentes réponses. Certains défendent l'égalité de tous les devoirs, d'autres une hiérarchie contextuelle guidée par la prudence, et d'autres encore une hiérarchie absolue basée sur des principes fondamentaux. La connaissance du devoir révèle ainsi sa nature profondément ambiguë. Entre théorie et pratique, entre principes universels et situations particulières, la vie morale exige de nous une sagesse pratique constamment renouvelée. Cette ambiguïté n'est pas une faiblesse de la morale, mais plutôt le reflet de la richesse et de la complexité de l'existence humaine. Elle nous invite à développer notre capacité de jugement moral dans la nuance et la réflexion. Henri Bergson, philosophe français du début du XXe siècle, révolutionne notre compréhension de la morale en distinguant deux types fondamentaux d'éthique, la morale close et la morale ouverte. Bergson, lauréat du prix Nobel de littérature en 1927, développe une philosophie dynamique qui s'oppose aux conceptions mécaniques et rigides de la morale traditionnelle. Bergson établit une distinction cruciale entre deux formes de morale. D'un côté, la morale close, caractérisée par l'obligation, la pression sociale et un devoir rigide qui fonctionne de manière mécanique. De l'autre côté, la morale ouverte, fondée sur l'amour, la liberté créatrice et l'élan vital. Cette morale privilégie l'intuition et la créativité dans les décisions éthiques. La morale close exerce une pression constante sur l'individu, comme le montrent ces flèches qui convergent vers la personne, symbolisant les contraintes sociales et les obligations extérieures. L'élan vital, concept central de la philosophie bergsonienne, représente la force créatrice qui anime la vie. Dans la morale ouverte, cet élan vital permet à l'intuition de guider l'action morale. Ces quatre éléments clés, l'intuition, la créativité, l'amour et la liberté, constituent les piliers de la morale ouverte bergsonienne, s'opposant à la rigidité du devoir traditionnel. Bergson formule une critique profonde du devoir conçu de manière trop rigide et mécanique. Selon lui,
Cette approche étouffe la spontanéité morale et empêche l'adaptation créative aux situations nouvelles. En définitive, la morale ouverte bergsonienne propose une éthique dynamique et créative, où l'intuition et l'amour guident l'action morale au-delà des règles fixes, ouvrant la voie à une authentique liberté morale. Avec Simone Weil et Hans Jonas, nous découvrons une conception renouvelée du devoir moral. Ces deux philosophes du XXe siècle transforment notre compréhension traditionnelle en l'ancrant dans le réel et la responsabilité envers l'avenir. Pour Simone Weil, philosophe française du XXe siècle, le devoir moral ne peut être une simple abstraction théorique. Il doit naître d'une confrontation directe avec la réalité, particulièrement avec la souffrance d'autrui. Selon Weil, notre obligation morale émerge quand nous sommes témoins de la souffrance d'une autre personne. Ce n'est pas un principe abstrait, mais un appel concret qui nous interpelle directement. Hans Jonas, philosophe allemand, révolutionne la pensée morale en introduisant le concept de responsabilité envers les générations futures. Face aux défis technologiques et écologiques modernes, il formule un nouveau principe éthique. Le principe responsabilité de Jonas nous enjoint d'agir de façon que les effets de nos actions soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Cette formulation étend notre devoir moral au-delà du présent. L'approche de Jonas trouve une résonance particulière dans les enjeux écologiques contemporains. L'empreinte carbone de nos sociétés industrielles illustre parfaitement cette responsabilité étendue qu'il théorise. Weil et Jonas offrent deux perspectives complémentaires du devoir moral moderne. Weil nous sensibilise à l'urgence du présent et à la souffrance immédiate, tandis que Jonas nous responsabilise face à l'avenir de l'humanité. Ensemble, ces deux approches enrichissent considérablement notre compréhension du devoir moral, l'ancrant dans la réalité concrète, tout en l'étendant vers une responsabilité globale et temporelle. Nous arrivons à la conclusion de notre exploration philosophique du devoir. Cette notion se révèle être un véritable pilier de la morale, soutenant l'édifice entier de notre réflexion éthique. Le devoir interroge notre existence selon 4 dimensions fondamentales. Il questionne notre rapport à la liberté, au bonheur, à la société et à nous-mêmes, créant un réseau complexe de relations morales. Le devoir nous élève au-dessus de notre nature animale. Il nous distingue des autres êtres vivants en nous donnant la capacité de transcender nos instincts primitifs pour accéder à une dimension proprement morale. Le devoir nous donne les moyens de choisir ce qui est juste, non ce qui est simplement agréable. Cette distinction fondamentale constitue le cœur de la morale kantienne et de toute éthique authentique. Cependant, le devoir reste une notion complexe et problématique. Sa mise en œuvre concrète demande jugement, responsabilité et ouverture à la réalité du monde et des autres. Il ne s'agit pas d'une application mécanique de règles. En conclusion, le devoir se révèle être bien plus qu'une simple contrainte morale. Il constitue le fondement même de notre humanité éthique, nous permettant de nous élever vers ce qu'il y a de plus noble en nous, tout en restant ancrés dans la complexité du réel. Le devoir constitue l'un des concepts fondamentaux de la philosophie morale. Explorons en détail cette notion essentielle qui guide nos actions morales. Le devoir se définit comme une obligation morale qui s'impose à la volonté humaine. Il ne s'agit pas d'une contrainte externe, mais d'une exigence intérieure qui émane de notre conscience morale. Le devoir manifeste une force intérieure qui nous pousse à agir conformément à des principes moraux. Cette image illustre parfaitement le conflit interne entre nos désirs personnels et nos obligations morales. Le devoir possède un caractère contraignant fondamental. Comme une boussole morale, il nous guide vers la bonne direction, même lorsque cela va à l'encontre de nos désirs personnels ou de notre confort immédiat. Il est crucial de distinguer le devoir moral des autres types d'obligations. Le devoir moral est intérieur, universel et inconditionnel, contrairement aux obligations sociales, légales ou pratiques qui sont externes et contextuelles. Voici des exemples concrets du devoir moral en action. Dire la vérité, même si cela nous nuit, aider autrui sans attendre de récompense, ou respecter ses promesses malgré les difficultés.
Dans tous ces cas, le devoir transcende l'intérêt personnel. En synthèse, le devoir représente cette voie intérieure de la conscience morale qui nous appelle à agir selon des principes éthiques universels, indépendamment de nos désirs personnels ou des circonstances extérieures. C'est le fondement même de l'action morale authentique. L'impératif catégorique est l'un des concepts les plus fondamentaux de la philosophie morale de Kant. Ce principe révolutionnaire a transformé notre compréhension de l'éthique et du devoir moral. Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, a développé ce concept pour établir les fondements d'une morale universelle basée sur la raison pure. Commençons par définir précisément ce qu'est l'impératif catégorique et pourquoi il se distingue radicalement des autres formes d'obligation morale. L'impératif catégorique se caractérise par deux aspects essentiels. Son universalité, qui signifie qu'il s'applique à tous les êtres rationnels, et son caractère inconditionnel, qui implique qu'il ne dépend d'aucune circonstance particulière. Pour bien comprendre l'impératif catégorique, il faut le distinguer de l'impératif hypothétique. L'impératif catégorique commande de manière absolue, tandis que l'impératif hypothétique dépend d'une condition ou d'un objectif particulier. Kant a proposé plusieurs formulations de l'impératif catégorique, chacune éclairant un aspect différent de ce principe moral fondamental. Ces formulations sont complémentaires et révèlent la richesse de ce concept. La première formulation, appelée formule de la loi universelle, établit le test d'universalisation. Avant d'agir, nous devons nous demander si nous pouvons vouloir que notre action devienne une loi universelle pour tous. La deuxième formulation, la formule de l'humanité, insiste sur le respect de la dignité humaine. Elle interdit de traiter autrui uniquement comme un instrument pour nos propres fins. La troisième formulation, celle du royaume des fins, nous invite à agir comme si nous étions législateurs dans une communauté morale idéale où chaque être rationnel participe à l'élaboration des lois morales. Prenons un exemple concret pour illustrer l'application de l'impératif catégorique. Considérons la question du mensonge. En appliquant le test d'universalisation, nous découvrons que le mensonge ne peut pas être universalisé sans contradiction. L'impératif catégorique représente ainsi le fondement de l'éthique kantienne. Il établit un critère objectif pour distinguer le bien du mal, basé uniquement sur la raison et indépendant de nos désirs ou circonstances particulières. L'impératif catégorique demeure aujourd'hui une référence majeure en philosophie morale, offrant un cadre rigoureux pour réfléchir aux questions éthiques et aux fondements du devoir moral. Le conflit de devoir représente l'une des situations les plus complexes en philosophie morale. C'est un concept fondamental qui révèle les difficultés pratiques de l'éthique. Un conflit de devoir survient lorsque nous nous trouvons face à deux obligations morales qui semblent incompatibles. Cette situation crée un dilemme où il devient difficile de déterminer quelle action est moralement correcte. Les conflits de devoir prennent diverses formes dans la vie quotidienne. Par exemple, le devoir de dire la vérité peut entrer en conflit avec le devoir de protéger quelqu'un de la souffrance. De même, respecter une promesse peut s'opposer au devoir d'aider une personne dans le besoin. La résolution des conflits de devoir révèle la complexité de l'éthique pratique. Ces situations montrent que les systèmes moraux rigides ont leurs limites et qu'une approche contextuelle et réfléchie est souvent nécessaire pour naviguer ces dilemmes. Les conflits de devoir occupent une place centrale en philosophie morale. Ils questionnent l'application de l'impératif catégorique de Kant dans des situations concrètes et révèlent la tension constante entre la théorie morale et la pratique éthique. Ces situations complexes soulignent l'importance du développement du jugement moral, une capacité essentielle pour naviguer les dilemmes éthiques de la vie quotidienne et prendre des décisions moralement justifiées. Le conflit de devoir illustre ainsi la richesse et la complexité de la réflexion morale, montrant que l'éthique n'est pas seulement une question de règles, mais aussi de sagesse pratique et de discernement. Nous explorons maintenant un concept fondamental de la philosophie morale d'Henri Bergson, la distinction entre morale close et morale ouverte. Henri Bergson,
philosophe français du début du XXe siècle, a révolutionné notre compréhension de la morale en distinguant deux types fondamentaux d'obligations morales. La morale close, selon Bergson, est caractérisée par des règles rigides et immuables. Elle fonctionne comme un système fermé d'obligations sociales qui exerce une pression constante sur l'individu. Cette morale se manifeste par des règles fixes, une obligation sociale forte, la pression du groupe, et encourage le conformisme. Elle maintient la cohésion sociale, mais limite la créativité morale. À l'opposé, la morale ouverte est dynamique et créatrice. Elle ne repose pas sur des règles fixes, mais sur l'amour, la compassion et l'élan vital qui poussent l'humanité vers le progrès moral. Cette morale se caractérise par l'amour et la compassion, la créativité morale, l'élan vital bergsonien et une portée universelle qui dépasse les frontières sociales et culturelles. Bergson conçoit ces deux morales non pas comme opposées, mais comme complémentaires. La morale close assure la stabilité sociale, tandis que la morale ouverte permet l'évolution et le progrès moral de l'humanité. Pour illustrer cette distinction, considérons des exemples concrets. La morale close se manifeste quand nous respectons les règles par conformisme ou peur du jugement social. La morale ouverte, elle, s'exprime dans les actions inspirées par l'amour universel, comme celle des grands saints ou héros moraux qui transcendent les conventions sociales. En synthèse, cette distinction bergsonienne révèle la dynamique fondamentale de l'évolution morale. La morale close maintient l'ordre social nécessaire, tandis que la morale ouverte inspire le progrès et l'élévation de l'humanité. Bergson nous invite ainsi à dépasser une vision purement contraignante de la morale pour embrasser sa dimension créatrice et universelle, tout en reconnaissant l'importance des deux formes pour l'équilibre social et le développement humain. La problématisation est l'étape cruciale de toute dissertation de philosophie. Elle consiste à transformer un sujet en véritable question philosophique qui mérite d'être explorée en profondeur. La question fondamentale qui traverse toute réflexion sur le devoir est celle-ci. Le devoir constitue-t-il une contrainte qui limite notre liberté, ou bien représente-t-il paradoxalement une forme de liberté authentique? Cette problématisation s'appuie sur des analyses philosophiques complexes. Kant, par exemple, distingue l'action motivée par l'intérêt personnel de celle guidée par le devoir moral pur. Pour bien problématiser, il faut d'abord identifier la tension centrale. D'un côté, le devoir peut apparaître comme une contrainte qui s'impose à nous contre notre volonté. Mais il faut aussi questionner les présupposés. Le devoir ne pourrait-il pas être, au contraire, ce qui nous libère de nos impulsions et nous permet d'accéder à une liberté véritable? Enfin, il faut chercher les paradoxes. Comment le devoir peut-il être à la fois contrainte et liberté? Cette apparente contradiction est au cœur de la problématique philosophique. Voici des exemples concrets de problématisation. Chaque question révèle la tension fondamentale entre contrainte et liberté dans différents aspects du devoir moral. En résumé, une bonne problématisation transforme un sujet en question qui révèle une tension philosophique profonde. Elle doit montrer pourquoi cette question mérite d'être posée et explorée avec rigueur. Pour réussir une dissertation sur le devoir, il est essentiel de bien mobiliser les auteurs philosophiques. Chaque philosophe apporte une perspective unique qui enrichira votre argumentation. Commençons par Emmanuel Kant, figure centrale de la philosophie morale. Kant développe la notion d'impératif catégorique, un principe moral universel et inconditionnel. Les idées clés de Kant incluent l'impératif catégorique, qui nous commande d'agir selon une maxime universalisable, l'autonomie morale, qui fait de nous des êtres libres et responsables, et la dignité humaine, qui interdit de traiter autrui comme un simple moyen. Jean-Jacques Rousseau propose une vision différente. Pour lui, la morale s'oppose à la nature. L'homme doit résister à ses penchants naturels pour devenir moral grâce à l'éducation et la volonté. Rousseau insiste sur l'opposition entre nature et morale, le rôle crucial de l'éducation dans la formation morale, l'importance de la volonté générale et la perfectibilité humaine qui nous permet de nous améliorer moralement. Henri Bergson révolutionne la conception du devoir en distinguant la morale close,
basée sur l'obligation et la pression sociale, de la morale ouverte, fondée sur l'amour et la créativité. Les concepts bergsoniens incluent la distinction entre morale close et ouverte, l'élan vital qui pousse vers le progrès moral, la liberté créatrice qui dépasse les règles figées et l'intuition morale qui guide nos choix éthiques. Aristote apporte une perspective différente avec l'éthique de la vertu. Il insiste sur l'importance de la prudence, ou phronésis, pour juger moralement dans des situations concrètes. Aristote développe l'éthique de la vertu centrée sur le caractère, la prudence comme sagesse pratique, le juste milieu entre les extrêmes et l'eudémonia ou bonheur comme fin ultime de l'action morale. Pour bien mobiliser ces auteurs dans votre dissertation, suivez ces conseils pratiques essentiels. Premièrement, citez précisément les concepts. Ne dites pas simplement « Kant parle de devoir », mais mentionnez spécifiquement l'impératif catégorique. Deuxièmement, expliquez la pensée avant de l'appliquer au sujet. Troisièmement, opposez les auteurs pour enrichir votre réflexion. Par exemple, confrontez la morale rigide de Kant avec la morale ouverte de Bergson. Quatrièmement, utilisez des exemples concrets pour illustrer leur théorie. Enfin, n'oubliez pas de problématiser. Ne vous contentez pas de réciter les auteurs, mais montrez en quoi leurs idées éclairent votre problématique et enrichissent votre réflexion personnelle sur le devoir. La maîtrise de ces auteurs et de leurs concepts vous permettra de construire une argumentation solide et nuancée sur la question du devoir. Pour réussir une dissertation philosophique sur le devoir, il est essentiel d'utiliser des exemples variés et concrets. Ces exemples permettent d'illustrer vos idées abstraites et de les rendre plus compréhensibles pour le lecteur. Les exemples historiques sont particulièrement puissants pour illustrer les conflits entre différents types de devoirs. La Résistance française montre le conflit entre le devoir moral de résister à l'oppression et l'obéissance aux lois. Gandhi illustre comment le devoir de justice peut primer sur les lois injustes. Les exemples moraux permettent d'explorer les dilemmes éthiques concrets. Le dilemme du tramway questionne l'utilité versus la déontologie kantienne. Le mensonge pour protéger illustre le conflit entre le devoir de vérité et le devoir de bienveillance. Les exemples sociaux montrent comment le devoir s'exprime dans la vie collective. L'engagement associatif illustre le devoir de solidarité. La grève révèle la tension entre le devoir de protestation contre l'injustice et le respect de l'ordre public. Les exemples littéraires offrent une richesse psychologique unique. Antigone incarne le conflit tragique entre devoir familial et loi civique. Jean Valjean illustre la transformation morale et la recherche de rédemption par l'accomplissement du devoir. Pour utiliser efficacement ces exemples, contextualisez-les d'abord, puis analysez le conflit de devoir qu'ils illustrent. Reliez-les toujours à votre argumentation principale et nuancez votre propos pour éviter les généralisations. La diversité des exemples enrichit votre réflexion et démontre votre culture générale. Retenez que la variété de vos exemples, historiques, moraux, sociaux et littéraires, témoigne de votre capacité à mobiliser différents domaines de connaissances pour éclairer la question philosophique du devoir. Nous observons aujourd'hui un regain d'intérêt remarquable pour l'éthique de la vertu, une approche philosophique qui privilégie le développement du caractère moral plutôt que l'obéissance à des règles strictes. Cette approche philosophique met l'accent sur qui nous sommes en tant que personnes morales, sur nos dispositions et notre caractère, plutôt que sur le respect strict de commandements ou le calcul des conséquences. Cette infographie illustre parfaitement les concepts centraux de l'éthique de la vertu. Elle définit cette philosophie morale comme une approche qui privilégie les traits de caractère et de personnalité plutôt que les actions isolées. L'éthique de la vertu trouve ses racines dans la philosophie d'Aristote, qui développa la célèbre doctrine du juste milieu. Selon cette théorie, chaque vertu représente un équilibre parfait entre deux extrêmes vicieux. Ce tableau illustre concrètement la doctrine du juste milieu. Prenons l'exemple de la colère. L'irascibilité représente l'excès, l'apathie le défaut, tandis que la colère juste constitue la vertu, le parfait équilibre entre ces deux extrêmes. Dans notre monde contemporain,
L'éthique de la vertu offre une approche particulièrement adaptée aux défis moraux complexes. Elle permet une réflexion personnalisée et contextuelle, contrairement aux approches plus rigides. Ce diagramme présente les étapes de la prise de décision éthique. Dans l'approche par les vertus, chaque étape est guidée par la question fondamentale. Quelle action reflèterait le mieux les qualités morales que je souhaite cultiver? Plusieurs facteurs expliquent ce regain d'intérêt pour l'éthique de la vertu. D'abord, les limites des approches purement déontologiques, souvent trop rigides pour nos sociétés complexes. Ensuite, le besoin d'une éthique plus humaine, qui prend en compte le contexte et la personnalité de chaque individu. L'importance croissante accordée au développement personnel dans nos sociétés modernes favorise également cette approche. Enfin, l'éthique de la vertu s'adapte particulièrement bien aux nouveaux défis éthiques de notre époque, comme l'éthique numérique ou environnementale. En définitive, l'éthique de la vertu nous invite à une transformation profonde de notre questionnement moral. Au lieu de nous demander simplement ce que nous devons faire, elle nous encourage à réfléchir sur le type de personne que nous voulons devenir, sur les qualités morales que nous souhaitons cultiver et incarner dans notre vie quotidienne. L'éthique environnementale représente une évolution majeure de la philosophie morale contemporaine. Face aux défis écologiques actuels, la notion traditionnelle de devoir s'élargit pour inclure notre responsabilité envers la planète et les générations futures. Hans Jonas, philosophe allemand du XXe siècle, est considéré comme le pionnier de l'éthique environnementale moderne. Dans son œuvre majeure, Le principe responsabilité, publié en 1969, il révolutionne notre conception du devoir moral en l'étendant aux enjeux écologiques. Jonas propose un nouvel impératif catégorique adapté à notre époque. Agis de façon que l'humanité puisse encore vivre sur Terre. Cette reformulation de l'impératif kantien intègre la dimension temporelle et écologique, établissant notre responsabilité envers les générations futures et la préservation des conditions de vie sur notre planète. L'éthique environnementale introduit une dimension temporelle inédite dans la réflexion morale. Contrairement aux éthiques traditionnelles centrées sur le présent, elle nous confronte à l'irréversibilité potentielle de nos actions et à leur impact sur des générations qui n'existent pas encore. Cette responsabilité envers l'avenir constitue un défi éthique majeur de notre époque. Le devoir moral s'étend désormais à la protection globale de notre planète. Cette extension englobe la préservation de la biodiversité, la gestion responsable des ressources naturelles, la protection du climat et des écosystèmes. L'éthique environnementale transforme ainsi notre rapport au monde naturel, nous rendant responsables de l'intégrité de la biosphère. Cette nouvelle éthique environnementale a des implications profondes pour notre société contemporaine. Elle influence les politiques publiques, transforme les pratiques économiques, guide nos choix individuels et collectifs et redéfinit notre rapport à la nature. L'éthique environnementale représente ainsi une véritable révolution morale pour l'ère de l'Anthropocène, où l'humanité devient pleinement consciente de son impact sur la planète.